faire la fiche bilan numéro 1 qui concerne les premières activités et les premiers chapitres de l'année sur les corps purs et les mélanges notamment, et sur la caractérisation de la matière, c'est-à-dire en gros quel test on peut faire pour caractériser une espèce chimique, quelle grandeur également on peut mesurer. Donc avant ça, la matière, soit elle peut se présenter sous forme de corps pur, hein. Donc corps pur, ça veut dire quoi? Ça veut dire une seule espèce chimique. Une seule espèce chimique. On peut prendre l'exemple de l'eau distillée, hein, qu'on utilise en TP. L'eau distillée, c'est quoi? Ce ne sont que des molécules d'eau. En fait, on a enlevé tous les ions qui pouvaient être présents au départ, et il ne reste que des molécules d'eau, donc il y a bien une seule espèce chimique, c'est un corps pur. Et évidemment, au contraire, il peut y avoir des mélanges. Donc les mélanges, c'est lorsqu'il y aura plusieurs espèces chimiques. Simplement, dans les mélanges, il va y avoir deux familles, entre guillemets, c'est-à-dire les mélanges homogènes et hétérogènes. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, on peut distinguer qu'un seul constituant, ou on peut en distinguer plusieurs. Quand on distingue qu'un seul constituant à l'œil nu, on parlera de mélange homogène. On peut prendre l'exemple de l'eau minérale pour le coup maintenant, puisque l'eau minérale, qu'est-ce que c'est? Ce sont des molécules d'eau évidemment, mais ce sont aussi des minéraux. Les minéraux, c'est quoi? Ce sont des ions, donc des ions magnésium, des ions calcium, des ions chlorure. Donc c'est bien un mélange, il y a plusieurs espèces chimiques, même si nous à l'œil nu, lorsque l'on regarde l'eau minérale, on ne distingue qu'un seul constituant. Et il existe également des mélanges hétérogènes. Et donc pour le coup, dans le cas d'un mélange hétérogène, à l'œil nu, on va distinguer plusieurs constituants. Donc on peut prendre l'exemple de la boue. La boue, on voit bien qu'il y a de la terre et de l'eau. Les sodas, donc, il va y avoir la partie liquide et la partie gazeuse, hein, les bulles qui sont constituées de dioxyde de carbone. Donc ces deux notions, mélange homogène et mélange hétérogène, c'est des choses que vous aviez déjà vues au collège. Maintenant, comment caractériser la matière? C'est-à-dire en gros comment identifier une espèce chimique. Plusieurs possibilités. Déjà, on peut mesurer sa masse volumique. Alors la masse volumique, je vous rappelle, on la calcule à partir de la relation suivante. Donc la masse volumique, déjà, on utilise une lettre grecque hein, pour l'identifier. C'est la lettre ρ, je vais l'écrire ici. Et donc ρ, la masse volumique, donc c'est la masse divisée par le volume. Donc, en termes d'unités, cette formule, on peut la rencontrer avec différentes unités. Les plus courantes, on va dire, ce sont d'exprimer la masse en kilogrammes, le volume en litres, et dans ce cas-là, on aura une masse volumique en kilogrammes par litre. Et on peut également utiliser la masse en grammes, le volume en millilitres, et du coup la masse volumique sera en grammes par millilitre dans la formule. C'est d'ailleurs sous cette forme-là, c'est avec ces unités-là qu'on va rencontrer le plus souvent cette formule. Petit exemple de masse volumique, hein, puisque je vous ai dit que c'était caractéristique d'une espèce chimique, la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. Je rappelle quand même que 1 gramme par millilitre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 millilitre d'eau pèse 1 gramme. Ça, c'est important de le comprendre. Si on prend de l'éthanol, la masse volumique de l'éthanol sera 0,79 g par millilitre. Donc 1 millilitre d'éthanol pèse 0,79 g. Et donc chaque espèce chimique a une masse volumique qui lui est propre. J'ai rappelé ici le matériel que l'on a utilisé en TP pour mesurer, hein, pour déterminer une masse volumique. Par exemple, si on place 10 millilitres d'éthanol dans l'éprouvette graduée, on mesure la masse. Et ainsi, en utilisant la formule, hein, ρ égale m sur v, on peut déterminer la masse volumique de l'espèce chimique. Autre grandeur que l'on peut mesurer pour identifier une espèce chimique, ce sont les températures de changement d'état. Et plus précisément, dans le cadre de cet exemple et du TP numéro 2, on peut s'intéresser à la température de fusion. Alors la température de fusion, je vous rappelle que la fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Et donc pour mesurer ces températures de fusion, on peut utiliser un banc Koffler, hein, on l'a utilisé en TP. Et de la même façon, toutes les espèces chimiques ont des températures de fusion qui leur sont propres. Exemple, dans le cas de l'aspirine, par exemple, la température de fusion de l'aspirine, c'est 135 degrés Celsius. Le saccharose, qui est un sucre, c'est 186 degrés Celsius. J'aurais pu rajouter la température de fusion de l'eau, hein, l'eau fond à 0 degrés Celsius. Donc encore une fois, chaque espèce chimique a une température de fusion qui lui est propre. Autre technique pour identifier une espèce chimique, c'est de réaliser une chromatographie sur couche mince. Ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà vu au collège. Et donc, pour simplifier hein, rapidement, pour faire un petit bilan rapide là-dessus, qu'est-ce qu'il faut connaître quand on fait une chromatographie sur couche mince? Il faut être capable notamment d'étudier ce qu'on appelle le chromatogramme, c'est-à-dire le résultat de la chromatographie. Et pour ça, il y a plusieurs éléments à connaître. Ici, hein, cette flèche, elle représente ce qu'on appelle la ligne de dépôt.
C'est sur cette ligne-là qu'on va donc déposer les différents échantillons. Par exemple, le mélange que l'on souhaite tester. Et souvent, pour identifier les espèces chimiques qui vont être présentes dans le mélange, on met forcément ce qu'on appelle des échantillons de référence, c'est-à-dire un corps pur dont je connais l'échantillon de référence, donc qui sont des corps purs que je connais évidemment. Ok, donc ensuite, je ne vous rappelle pas le principe de la chromatographie maintenant, on l'a fait en TP. Mais à l'arrivée, souvent, lorsqu'on a un mélange, on a plusieurs tâches. Ici, on observe bien que le mélange 1 possède 2 tâches, ça veut dire qu'il y a 2 espèces chimiques au moins dans ce mélange. Ici, on va dire que l'espèce chimique correspondant à la tâche bleue et une autre correspondant à la tâche jaune. Et on s'aperçoit que la tâche jaune, justement, elle est au même niveau que la tâche issue de l'échantillon de référence qui était un corps pur. Donc ça veut dire que ces deux espèces, ces 2 tâches correspondent à la même espèce chimique. Et le trait qui est en haut, ce qu'on appelle le front de l'éluant, on l'a vu en TP également. Donc tout ceci, évidemment, c'est à détailler en reprenant le TP et les différents exercices que l'on a pu faire là-dessus. Tests chimiques, on peut réaliser des tests chimiques, dont on a parlé aussi dans le cadre de l'activité 1 notamment. Je les rappelle très très rapidement. Dans le cadre, pour tester l'eau, on peut évidemment réaliser le test avec le sulfate de cuivre anhydre, souvenez-vous, c'est une poudre grise qui au contact de l'eau devient bleue, donc on observe une couleur bleue apparaître. Dans le cas du dioxygène, on peut utiliser ce qu'on appelle une bûchette incandescente, donc une bûchette qui est rouge, et lorsqu'elle est au contact du dioxygène, on observe que l'incandescence se ravive. Dans le cas du dihydrogène, donc pour tester le dihydrogène, on peut utiliser une allumette enflammée, et lorsqu'elle est en présence du dihydrogène, on entend une détonation qui montre donc la présence de dihydrogène. Un autre test très connu, c'est le test du dioxyde de carbone à l'aide de l'eau de chaux. L'eau de chaux au contact du dioxyde de carbone, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'elle se trouble. Alors en fait, elle se trouble, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il se forme ce qu'on appelle un précipité blanc. Je vous rappelle qu'en chimie, un précipité, c'est un solide. Et on peut aussi parler de tous les tests des ions que l'on a vus dans le TP4. Le test des ions fer, des ions cuivre, des ions magnésium, des ions chlorure, à partir de réactifs bien précis. Et systématiquement, on a observé des précipités qui avaient des couleurs caractéristiques. Et donc, ça nous permettait d'identifier aussi la nature des ions. Voilà, donc je vous remercie. Je vous rappelle que toutes ces notions sont évidemment à connaître par cœur.